Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 10 du Paris Machine Learning. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Emprunt, qui est ingénieur en computer vision. Donc, Arnaud va venir nous parler de son projet de fin d'études de l'École de technologie supérieure Université du Québec. Ce projet consiste à faire interpréter un match de basket par un système automatique de reconnaissance d'images basé sur du deep learning. Le défi est de générer automatiquement un rapport statistique à la fin d'un match de basket où les joueurs retrouveront l'historique du match, leur performance collective, ainsi que des visualisations de tirs et une vidéo des temps forts. Voilà, il y a donc tout un tas de tâches élémentaires que le système va devoir résoudre. Arnaud va donc nous parler des enjeux, de la méthodologie, ainsi que des résultats obtenus. Voilà, bienvenue Arnaud, c'est à toi, je te laisse la parole immédiatement. Merci beaucoup Franck. Bonsoir à tous. Ce soir, voilà, je vais vous présenter mon projet dont le titre est Extraction de statistiques d'un match de basketball par compréhension de l'image, comme résumé par Franck. Je vais sans plus tarder venir introduire un peu le projet, vous présenter son cadre et vous expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai développé cette solution. C'est un projet qui a été réalisé dans un cadre universitaire, mais qui a commencé dans un cadre purement professionnel, en fait, un partenariat avec l'entreprise française Event Factory, qui propose des solutions digitales dans le milieu du sport, et qui avait donc un client qui s'appelle Oops Factory, qui permet à des sportifs amateurs comme vous et moi de pratiquer le basketball tout simplement. Et ces centres sont déjà dotés de caméras, mais pour l'instant, elles ne sont pas exploitées. Elles sont simplement données aux joueurs à la fin de leur match ou entraînement. Et donc, il n'y a pas d'exploitation de ces données-là. Donc, l'enjeu auquel on est venu essayer de répondre, c'était démontrer que l'analyse du sport d'équipe, ou du basketball, euh, par vision par ordinateur, était applicable au sport amateur et non pas réservé uniquement au sport professionnel. Puisque c'est quelque chose qui, pour l'instant, est vraiment exclusif au sport professionnel et a des moyens, un ensemble de moyens quand même nettement supérieurs. Euh, donc, ça a été, comme Franck l'a expliqué, le projet qui a été mon projet de fin d'études pour le master que j'ai effectué à l'ETS à Montréal. Et donc, concrètement, le projet a commencé autour de septembre. Les discussions du moins autour du projet ont commencé autour de septembre. Et il s'est vraiment déroulé septembre 2021 et ça s'est vraiment déroulé de janvier à juin 2022. Alors, quelles sont rapidement les problématiques du projet? En termes de données d'entrée et vraiment de cadre, l'objet de l'étude, c'est du basketball 3 contre 3 sur demi-terrain en caméra fixe. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, le basketball 3 contre 3, c'est tout simplement comment dire, une forme dérivée du basketball 5 contre 5 qui se fait habituellement sur tout terrain. Et c'est un sport qui prend de plus en plus de place dans la communauté de basketball, qui d'ailleurs sera au JO pour la prochaine édition. Donc, c'est vraiment un sport qui prend vraiment de l'importance. Donc, pas mal de choses différentes par rapport au basketball plus classique. Les objectifs principaux, Franck les a donnés, je vais les réexpliquer un petit peu. Donc, c'est vraiment des statistiques d'équipe. L'objectif du projet, c'est de présenter une preuve de concept qu'il y a une application qui est possible à être développée. Et donc, le développement de statistiques individuelles, ce serait évidemment pour une prochaine étape. C'est quand même de façon considérable, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, ces objectifs sont donc évidemment détecter les joueurs et la balle, pouvoir les localiser dans l'espace 3D, ainsi que pouvoir les transposer dans un espace 2D pour analyser leur position, leur déplacement, etc. On va ensuite devoir identifier les équipes, déduire celles en attaque, détecter les tirs et les paniers marqués. En fait, le but plus global du projet, c'est vraiment de pouvoir fournir un historique du match, c'est-à-dire qu'à tous les tirs qui ont été pris, on puisse y associer une équipe, la position du tireur, le nombre de points qui a été marqué, de manière à pouvoir compter le score et générer un rapport statistique. On a aussi un aspect un peu plus visuel
avec donc des formes de visualisation de données qui sont proposées. Et dans l'idée, il y avait aussi comment dire, le concept de faire une vidéo un peu temps fort, où ce sera un peu raccourci autour des tirs, justement, à savoir que du coup, j'étais tout seul sur ce projet et que la partie design, du coup, a été déléguée, puis plus ou moins abandonnée. Donc, il y aura quand même quelques formes de visualisation, vous verrez à la fin, mais pas de vidéo temps fort, on peut dire. Parler un petit peu des difficultés techniques et de qu'est-ce qui rend ce projet un peu compliqué. Tout d'abord, évidemment, une caméra unique avec donc une caméra qui est située, comme vous le voyez sur l'écran, en bas à gauche, au coin inférieur gauche, le plus éloigné du panier. Cette caméra unique, tout simplement, on voit qu'on n'a pas accès à l'entièreté du terrain. Que forcément, qui dit caméra unique, dit que sur des moments d'occlusion, on n'a pas du tout une seconde source d'analyse. Donc, ça déclenche encore d'autres problèmes. On voit également qu'il y a un effet fisheye donc c'est-à-dire une courbure des lignes droites aux extrémités de la caméra qui va venir, on le voit bien sur la ligne la ligne gauche du terrain, qu'elle est courbée, et en fait, ça va créer des distorsions qui vont vraiment venir compliquer également la tâche de la détection. Ensuite, on a aussi la présence de public, arbitre, coach. Vous le voyez bien sur l'image, il y a beaucoup de gens autour. C'est encore quelque chose de compliqué à gérer. Et enfin, sur l'identification des équipes et la quantification des maillots, c'est souvent des maillots noirs et blancs, et on a assez souvent des joueurs qui vont avoir des habits sous les maillots, ce qui peut un peu venir contredire, ce qui peut venir fausser un peu les résultats. Bon. On va rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord la détection des joueurs et de la balle, qui est vraiment le point d'entrée de ce projet, puis j'ai envie de dire de n'importe quel projet un peu de computer vision, surtout sur du sport. L'approche qui a été retenue, ça a été d'utiliser le réseau de détection, l'algorithme de détection YOLO dans sa troisième implémentation. Donc, là, on voit qu'il y a écrit YOLO V5. En fait, YOLO V5, c'est la même architecture que YOLO V3 pour le détail. Simplement, c'est beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus d'options d'export et comment dire, c'est plus adapté à différents frameworks. Donc, c'est un petit peu plus passe-partout. C'est pour ça que c'est ça qu'on a choisi. Ce qu'on a utilisé comme technique, ça s'appelle l'apprentissage par transfert. C'est-à-dire qu'on a utilisé un apprentissage qui a été fait au préalable pendant une très longue période par des ordinateurs très puissants qui ont été mis en open source. Et après, on est venu geler des couches d'entraînement et réentraîner sur nos propres données pour qu'ils puissent justement, par exemple, répondre à la problématique de justement la courbure en bordure d'image et des joueurs du coup, qui ont une courbure un peu déformée, faire comprendre à notre réseau que ça, c'est aussi des joueurs. Donc l'entraînement a duré sur 100 époques, donc 100 répétitions, comme je le disais, avec un gel des premières couches pour tirer profit de l'entraînement. Et on a fait, dans le cadre des recherches, un peu une comparaison de 5 architectures de modèles. Donc, en fait, ce qui varie dans les architectures, là, on les voit en dessous, de nano à extra large, ça va être le nombre d'hyperparamètres, la vitesse d'inférence et donc, par conséquent, évidemment, leur performance qui n'est pas la même. On a essayé de trouver un compromis qui s'est trouvé au final au milieu, un compromis entre le temps d'analyse et la précision des résultats. Donc là, on peut voir un peu les résultats qualitatifs de ce à quoi ressemble ce qu'on essaie de détecter. Donc en fait, ce qui est détecté par YOLO, c'est donc le cercle vert autour de la balle et toutes les cases autour des joueurs. La case autour du panier, c'était plus une illustration pour plus tard. Et le petit cercle rouge qu'on voit sous un des joueurs, c'est pour en fait vraiment pour vous illustrer quelle position, à partir de cette détection-là, quelles coordonnées on veut utiliser pour quantifier la position d'un joueur. Et donc les résultats qualitatifs sont vraiment satisfaisants. Les joueurs sont quasiment tous détectés, la balle suffisamment souvent pour faire ce qu'on a envie de faire ensuite avec. Je reviendrai un peu plus tard à la fin sur l'évaluation et sur les méthodes d'évaluation de cet algorithme, pas de la solution en général, parce qu'en fait, pour la plupart des modules, il n'y a pas d'évaluation quantitative directement sur l'image. Vu que c'est un projet qui a fortement une dimension vidéo, je veux dire qu'il n'y a même pas d'autre portée qui est d'être appliquée à de la vidéo et qui a, dans une vidéo standard, en tout cas celle d'entrée, on a 30
30 trames par seconde. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'analyser plutôt sur la vidéo que sur la photo. J'y reviendrai plus tard, dans tous les cas, sur les méthodes d'évaluation en général. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a un peu situé nos joueurs, la balle, etc., c'est donc de trouver des méthodes pour passer d'un référentiel 3D à un référentiel 2D. La méthode qui est utilisée pour ça s'appelle l'homographie. Et donc, dans la première étape pour faire une homographie, on a la configuration des points de correspondance, donc on voit ci-dessous. Donc ça, c'est simplement de mettre dans les deux référentiels des points qui correspondent. C'est une étape qu'on aurait pu faire automatiquement à terme si la portée était de s'adapter à beaucoup de centres. Là, il se trouve que dans un contexte plutôt R&D, il y avait une dizaine de terrains à configurer. Donc, c'était qu'on a quand même considéré que ça prenait pas d'intérêt de développer une solution automatique. Donc, cet aspect-là a été fait vraiment à la main. Ensuite, on va imprimer la position des joueurs qu'on a détectés dans l'étape d'avant que je vous avais expliqué. On va les imprimer avec une couleur unique par joueur sur l'image source. Donc là, bon, c'est pas évident que c'est unique, mais il faut se dire que c'est vraiment des combinaisons des RGB qui sont uniques pour pouvoir les retrouver et lier la position 3D d'un joueur à sa position 2D. Ensuite, avec la séquence de correspondance des points dont je vous ai parlé juste avant, on peut utiliser une modification de perspective par homographie. Donc, c'est une matrice en fait, relativement simple qui vient pour chaque pixel trouver son équivalent dans le référentiel cible. Pardon. Et donc, on voit que l'image est en fait déformée, mais qu'elle représente, qu'elle est mise à l'échelle et aux dimensions de l'image cible. Donc, ce qui nous reste ensuite à faire, c'est de trouver par détection de contours sur l'image déformée, de les trouver, puis de faire un masquage binaire et en fait, simplement de les afficher sur l'image cible. Et donc là, on voit à gauche en zoomé ou alors à droite, on voit bien la correspondance entre leur position 3D et 2D. Et là, on voit bien que, et puis de manière générale, les résultats qualitatifs ont été vraiment satisfaisants. On a un très léger décalage qui persiste pour plusieurs raisons. On a déjà tout simplement, encore une fois, l'effet fisheye qui déforme un petit peu la géographie du terrain. Et on a également un problème un petit peu plus enfin, je veux dire, un problème un peu plus négligeable à long terme, mais là, qui nous a un peu freiné dans le projet, c'est-à-dire que les centres ne nous ont pas fourni les plans exacts, les dimensions exactes du terrain, sachant que ça peut varier un tout petit peu d'un terrain à l'autre et que du coup, il y a a priori une différence d'échelle entre cible et source qui peut causer également un petit décalage. Le troisième point sur lequel que j'ai abordé, donc, c'est l'estimation de panier marqué. Donc, purement d'un point de vue, il y a eu un tir, peu importe où est le tireur, peu importe qui a tiré, comment on classifie un tir qui est rentré dans une balle qui passe à travers l'arceau ou qui ne passe pas à travers l'arceau. La solution qui a été retenue, ça a été par la détection, en détectant la balle dans toutes les trames, on va venir classifier en fait tous les scénarios d'interaction ballon et panier. C'est-à-dire que quand la balle est détectée dans la zone en bleu que je vous montrais un petit peu plus tôt, elle est détectée dans la zone du panier. On va regarder en fait si la balle est à coup sûr dans le panier ou si elle n'y est pas encore. C'est clairement de la classification binaire d'images. Donc, pour préparer le jeu de données, comme dans tout projet ou sous-projet qui implique un peu de la classification ou tout simplement de machine learning, on va venir préparer nos données, c'est-à-dire qu'on va construire notre jeu de données on va devoir en fait à la main trier toutes ces interactions qu'on a enregistrées et donc les séparer entre panier non marqué et panier marqué. À savoir que là, tout ce qu'on met dans le panier non marqué sont des images où on n'a pas une certitude qu'elle est rentrée. C'est-à-dire que c'est pas impossible qu'elle rentre après, mais on n'en a pas une certitude à cette trame-là. Et donc, dans les paniers marqués, c'est vraiment uniquement des balles qui vont être entourées dans l'arceau ou dans le filet. En tout cas, on est du côté panier marqué, il faut qu'il n'y ait absolument aucun doute que le panier est rentré dedans.
et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc l'étape de modélisation, en fait, on est parti un petit peu comme la théorie du machine learning, du deep learning le veut en général, partir d'une architecture vraiment baseline, c'est-à-dire de partir de quelque chose rapide à implémenter et sur lequel on peut assez vite améliorer les résultats. Et en fait, donc cette architecture baseline, ça a été une architecture LeNet, donc il y a des années 90 quand même, développée par Yann Lequin, et qui donc, encore une fois, je le répète, était censé simplement produire les effets, les résultats assez primaires et qu'on implémente ensuite derrière. Et il se trouve que, comme vous pouvez le voir à droite avec les métriques d'entraînement, ça a très bien fonctionné, même avec ce réseau baseline, et on est arrivé à des précisions tout à fait satisfaisantes sans avoir à pousser plus la modélisation. Donc, on peut dire que la modélisation sur ce sous-projet a été vraiment facile. Donc, elle pourrait être améliorée, mais là, vraiment, on a eu des résultats vraiment satisfaisants dès le début. Et donc, après, ce qu'il fallait déterminer, c'était l'application à la vidéo. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qu'on vient classifier, c'est pas simplement une interaction, c'est une interaction balle-panier, mais au final, cette interaction, elle va se dérouler sur parfois une seconde, jusqu'à peut-être une seconde et demie, on va dire. Donc, ça peut être un total de 30, 40 rames. Donc, en fait, ce qu'il faut venir maintenant classifier et analyser, c'est des séquences. Donc, c'est-à-dire que même un panier qui est marqué, avant ou après que la balle traverse l'arceau, il sera classifié comme non marqué. Et donc, en fait, il faut regarder si on a bien la séquence panier non marqué, panier marqué, puis panier non marqué pour inférer tout simplement d'un résultat quelconque. Et après, ce que ça nous permet de faire, cette estimation en séquence, c'est de paramétrer la solution en fonction de l'erreur qu'on juge le plus acceptable possible. C'est-à-dire qu'on a du coup un contrôle sur la précision et le rappel en fonction du nombre de détections panier marqué nécessaires pour qu'on classifie vraiment ça comme un panier marqué. Ce que ça veut dire en un peu plus clair, en fait, c'est qu'on va venir choisir l'erreur qu'on préfère avoir, qui est la plus tolérable. Est-ce qu'on préfère que de temps en temps, la balle ne rentre pas, mais on dit qu'elle est rentrée, ou alors on dit jamais qu'elle est rentrée si elle n'est pas rentrée, au risque de parfois se tromper. En fait, il faut juste choisir un petit peu ce qui est le plus acceptable en fonction des faux positifs et des faux négatifs. Et donc, l'analyse par séquence permet notamment ce genre de choses. Je vais vous montrer deux petites vidéos rapidement, une sur de l'entraînement, une sur une séquence de jeu. C'est vraiment, encore une fois, du qualitatif, juste pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, en fait, on voit que dès que la balle rentre en contact avec la zone qui est déterminée par l'arceau, on a donc le réseau qui est appelé sur chaque trame, qui vient nous donner du coup une séquence de panier marqué ou panier non marqué. Et en fait, à partir du paramétrage qu'on a donné, va venir du coup inférer sur est-ce que le panier est rentré ou non. Est-ce qu'on en est suffisamment sûr pour dire qu'il est rentré. Et donc, encore une fois, ça a été des résultats satisfaisants. On verra que ça a été un peu plus quantifié à la fin en termes de performance. Ça, je vais rentrer un peu plus à la fin. Pour l'instant, c'est vraiment plus pour voir un peu dans le jeu à quoi ça ressemble. Le sous-projet suivant, c'est donc une fois qu'on a détecté un peu nos joueurs, qu'on sait où ils sont, qu'on arrive à trouver quand il y a un tir, ce qui nous reste quand même à faire de très primordial au final, c'est d'identifier les équipes. Donc, initialement, j'avais détecté, identifié plutôt deux approches pour le faire. Donc, il y a une approche plutôt porteur de balle, c'est-à-dire est-ce que dans l'idée où on arriverait à détecter à coup sûr dans une trame quel est le porteur de balle, on pourrait uniquement analyser son maillot pour inférer sur quelle équipe a tiré. Et en fait, ou alors tout simplement essayer de façon plus générale, et c'est ce qu'on a implémenté, de pas trop dépendre de la détection de la balle et de quel est le porteur de balle. On va en fait venir faire du partitionnement, du clustering en fait,
sur les couleurs des maillots. Donc, la première phase, ça va être déjà de sélectionner la zone d'intérêt. Donc, on parle du maillot, donc du torse. Il y a deux approches qui sont utilisées en parallèle, en cas où l'une ne marche pas. La première, c'est l'estimation de pause. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais elle est utilisée dès ce moment-là, puis stockée. En fait, ça va venir nous donner pour chaque détection des emplacements clés de son corps, c'est-à-dire par exemple les épaules, les hanches, etc. On va pouvoir venir récupérer la zone qui nous intéresse. Et si l'explanation de pause ne marche pas pour un joueur en question, on va prendre des règles plus géométriques par rapport à la taille de la bande d'une box et des règles à peu près générales de morphologie humaine. Une fois qu'on récupère donc tous ces petites zones qui sont découvertes en jaune là sur l'image, on va donc pour chaque joueur quantifier la couleur de son torse. Et donc ça, on va le faire sur deux espaces de couleurs. L'espace HSV qui va être plus utile pour des maillots différenciés des maillots de différentes couleurs. Donc on parle par exemple un rouge contre un bleu. Et l'échelle grayscale, donc échelle de gris, qui va être beaucoup plus performante sur des maillots blancs et noirs. Mais donc l'analyse des deux permet globalement, ça permet de complexifier un petit peu la quantification, un peu tout le clustering, et donc de garantir des résultats un petit peu plus polyvalents en fonction des maillots. Donc ensuite, en fait, simplement, chaque joueur est défini par ces deux coordonnées qui sont donc en abscisse le plus haut, l'index du plus haut pic en échelle de gris et en ordonnée l'index du plus haut pic dans l'espace HSV. On voit déjà vraiment à l'œil nu deux groupes, et donc là on utilise ensuite l'algorithme K-means, donc un algorithme très classique de clustering, surtout à deux dimensions. C'est vraiment, je veux dire, on aurait vu la solution sans l'algorithme, donc c'est bien placer des centroïdes et en fait venir calculer les distances euclidiennes des points de centroïdes. Et donc là, on voit que donc on a bien deux ensembles de joueurs qui sont divisés, comme on les voit là sur l'image. Et donc à partir de ça, on a vraiment pour chaque joueur non seulement sa position en 3D, sa position en 2D et donc son équipe. Et elles vont être équilibrées, les équipes. En fonction, en fait, si on trouve un clustering inégal, on va venir rééquilibrer et venir faire de l'analyse sur ce clustering inégal. Ce qui nous donne que ces quatre joueurs de maillot blanc et deux joueurs de maillot noir, on va venir trouver le joueur, par exemple, de maillot blanc, dont le centroïde est le plus éloigné de son point de quantification couleur, pour l'attribuer à l'équipe noire. Et donc, ensuite, déduire l'équipe, c'est une chose, mais nous, ce qui est important, en fait, c'est de déduire l'équipe qui est en attaque pour qu'à un moment où on enregistre un tir, on puisse l'associer à une des deux équipes. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'une règle a été trouvée, qui est une règle au final vraiment issue d'une réflexion en connaissance du sport, en fait, connaissance du sport de 3.3. Moi, j'ai une expérience assez développée de ce sport, et donc c'est ça qui m'a permis de trouver ce genre d'élément de logique qui est en fait tout simple, que en fait dans le basket 3.3, qui est donc en demi-terrain, c'est vraiment une règle, mais je vais dire vraiment quelque chose qu'on remarque qui est très marquant quand on y joue, quand on en regarde, c'est que le défenseur est toujours situé entre son adversaire direct et le panier. Et donc, c'est purement logique, l'équipe en défense est globalement plus près du panier que l'équipe en attaque. Donc, ce qu'on vient faire, c'est calculer la distance euclidienne en 2D entre les joueurs et le panier, puis faire une somme par équipe. Et donc, la règle qui s'est avérée être vraie dans tous les cas d'usage qu'on a fait, tous les matchs qu'on a regardés, qu'on a analysés avec cette règle-là, cette règle, c'est toujours avéré correcte. Donc, on peut voir là différents exemples qui illustrent un peu ce que je vous expliquais avec ce phénomène on est sur une défense vraiment homme à homme, et chaque défenseur donc se place plus près du panier que de son joueur. Ça paraît un peu logique, mais c'est pas non plus immédiat et complètement instinctif comme déduction. Donc, avec ça nous a permis de trouver, en tout cas sur une image, d'estimer l'équipe en attaque. Maintenant, vous en doutez, encore une fois, il y a une application qui est faite sur l'image et une application qui est faite sur la vidéo qu'il faut un petit peu gérer différemment. En fait, l'idée, c'est qu'on
c'est de toujours s'assurer que même si on a des bonnes métriques image par image, toujours de s'assurer que c'est cohérent à l'échelle de la vidéo. Et donc, en fait, quand on va détecter un tir, en fait, de manière générale, toutes les NTRAM, donc à une échelle périodique, on va venir vont répéter ce processus de identifier les équipes, trouver celle qui est en attaque, et, euh, et, euh, et on va faire des moyennes sur le temps pour être justement robuste et ne pas dépendre de juste la dernière estimation qu'on a faite au moment où on détecte le tir. Ça veut dire que si au moment où on détecte le tir, on a malheureusement un joueur qui n'est pas détecté ou un problème dans le clustering ou quoi que ce soit, euh, en fait, on va complètement dépendre d'une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, alors que là, on préfère la répartir sur le temps. Donc, il faut se dire qu'une durée de possession au basketball, donc c'est entre 0 et 24 secondes, mais dans les faits, c'est plus entre 7 et 15, on va dire. Donc, on va arrêter sur une fenêtre assez large et faire des moyennes ensuite sur les derniers éléments pour déduire, pour appliquer vraiment cette déduction à la vidéo. Voilà, quand on voit à l'écran que en fait on a le texte qui nous indique l'équipe en question. On voit qu'il peut varier parce qu'en fait ça va être en fonction des détections, en fonction du public, en fonction de plein de choses. Et donc là, on voit qu'au moment du tir, l'équipe en attaque était l'équipe noire. Et au final, par moyenne, ça nous redonne que c'est en effet l'équipe blanche. Je vais peut-être remettre la vidéo. Je vais remettre la vidéo pour peut-être que vous voyez bien le détail. Parfois, vous allez remarquer euh, que l'équipe qui a été déduite comme étant l'équipe en attaque dans le texte du bas change beaucoup. Et au final, sur les tirs, c'est correct parce qu'on est venu regarder plusieurs secondes à l'avance vraiment les moyennes en fait de ce résultat de déduction de l'équipe en attaque. Et donc, c'est évidemment très important pour avoir des résultats un peu résistants à la très large palette de complications qu'il peut y avoir sur ce genre de projet où on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe à l'image. Pour la détection de tir et la localisation du tireur, donc cette étape, elle est venue donc après l'étape d'estimation de panier marqué, donc, à laquelle je faisais référence plus tôt, ce qui est facile à détecter relativement. En fait, la présence de la balle dans la zone qui indique que c'est un tir, ça c'est relativement facile à trouver. Maintenant, trouver d'où la balle est venue et quel joueur a tiré, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va utiliser normalement une méthodologie où on va partir de l'élément facile à détecter pour venir retrouver la source. Donc, on va partir de la détection de la balle quand elle est au niveau de l'arceau, puis venir remonter dans les trames en estimant l'évolution de la trajectoire. Donc, grosso modo, est-ce que la balle est dans des phases montantes ou descendantes? On essaye de venir trouver, c'est vraiment la dernière trame où un joueur a la balle dans la main, donc a priori en position de tir, et donc où après cette trame-là, la balle va d'abord monter avant de redescendre. Donc, on essaie d'identifier cette trajectoire ascendante sur quelques trames. Donc, quand on a des candidats pour cette première trame, on va venir estimer les pauses avec l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, qui est MediaPipe, qui est un outil complètement open source de Google et qui n'est pas nécessairement dans les revues de littérature celui qui a les meilleures performances en termes de précision, mais en termes de vitesse d'exécution, ce qui était assez critique pour nous, c'était le meilleur. C'était pour ça ce choix. Donc, en fait, à partir de cette estimation de pause, on va venir regarder certaines règles concernant la position des bras, la position de la balle, pour venir trouver des positions, entre guillemets, classiques du tir de basketball. Et ensuite, on aura notre candidat et on pourra donc inférer du candidat le plus probable et estimer en fonction de sa position est-ce qu'on est sur un tir à 2 points ou un tir à 3 points. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, les estimations de pause. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un maximum de 33 points qui peuvent être détectés. Là, on voit très clairement qu'il y en a moins sur des joueurs, entre guillemets, sur des représentations plus petites comme ça. On voit cependant que ça marche quand même relativement bien. Et donc, en fait, là, ce que je vous expliquais, c'est que là, on a réussi à trouver que cette trame, à partir de cette trame, le tir est enclenché, c'est-à-dire que la balle ne va faire que monter, puis redescendre. Et donc, en fait, c'est dans cette trame où vient toute l'analyse de comment on fait pour trouver que la personne qui tire, c'est en effet la personne la plus à gauche.
On arrive plus sur l'exploitation des résultats et de manière générale, leur quantification. Donc, les visuels de synthèse, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, c'était une partie du projet qui était censée être faite conjointement avec un expert, un minimum du design et également pour la vidéo. Donc, ce qui n'a pas été fait finalement. Donc là, on est vraiment sur les visuels qu'on pourrait appeler mock-up, un peu des maquettes de visuels qui sont faits en Python, ce qui est vraiment pas l'outil le plus adapté pour faire ce genre de choses. Mais bon, c'est des idées un petit peu de ce qu'on peut faire en termes de rapport statistique. Donc, on a tout d'abord les tirs de deux équipes, donc la représentation la plus, euh, la plus frontale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on représente tous les tirs par un cercle quand ils ont été marqués, par une croix quand ils ont été ratés, en gris et en noir pour les équipes blanches et noires. C'est vraiment l'approche la plus frontale qui est au final encore très utilisée et dans le basketball euh, de manière générale. On a également les tirs par zone qui sont également une bonne source d'information c'est ça, en termes de fond de jeu, parce qu'encore, je rappelle encore une fois que ce sont des stats collectives, que ce n'est pas encore au point du stade de la stat individuelle, donc c'est plus pour voir en fait les limites ou les faiblesses de l'équipe. Par exemple sur des comparaisons entre les tirs intérieurs ou alors simplement des positions sur le terrain. Donc, de premier type de représentation. Et ensuite, on a ces deux-là qui sont un petit peu plus on va dire, dans l'esthétique, un petit peu plus dans des exemples qu'on peut avoir de rapports de sport professionnel, NBA, etc. Donc, qui vont venir, en fait, pareil, représenter un petit peu, au final, c'est un peu toujours la même idée, hein, c'est toujours quantifier, représenter les choix de tir et les décisions un peu d'équipe. À savoir que ces visuels-là, bon là on les voit sur des matchs où il n'y a pas eu non plus un nombre de tirs énorme, dans le sens où c'est des matchs relativement courts. Dans l'idée, ça, l'aspect visuel s'améliore avec toujours le nombre de tirs. Euh, donc, je vais un peu maintenant conclure pas conclure, mais juste un peu vous expliquer du coup cette méthode d'évaluation des résultats que j'ai repoussée jusqu'à présent. En fait, c'est un petit peu compliqué d'évaluer les résultats finaux de ce projet, puisqu'ils sont tous les projets que je vous ai expliqués depuis tout à l'heure sont vraiment dépendants les uns des autres. Donc, en fait, on a besoin vraiment d'une réflexion de comment redécomposer les différentes performances et comment en avoir une un peu plus globale, un peu plus complète. Donc, en fait, ça revient à dire qu'est-ce que c'est que la vérité de terrain au plus haut niveau et du coup, qu'est-ce que nous, on veut produire au plus haut niveau. Et donc, c'est pourquoi je vous expliquais que l'évaluation image par image, elle reste qualitative et pas quantitative, c'est-à-dire à la suite du développement d'une fonctionnalité, c'est en la testant et en faisant beaucoup d'observations. Donc, quand je parle vraiment qualitatif, c'est-à-dire que je regarde mon résultat et vraiment au ressenti à quel point on trouve que ça marche. Que l'approche, l'évaluation quantitative, c'est vraiment plus sur l'application de la vidéo, parce que c'est ça qui nous intéresse au final. Donc, alors, ça ressemble à ça, les fiches de vérité terrain qui vont arriver, ils sont relativement simples. En fait, on se rend compte que les éléments qu'on veut détecter, c'est simplement quand, donc c'est-à-dire l'aspect temporel du moment où il y a eu un tir, l'équipe qui a pris ce tir, le nombre de points qui ont été marqués. FT, c'est pour free throw, c'est lancer franc. Simplement, est-ce que le joueur est en position de lancer franc? J'en ai pas vraiment parlé, mais ça, c'était vraiment pas quelque chose de très compliqué à déduire en fonction de la position. Et la zone de tir, ça fait référence, ces numéros, au graphique de zone de tir que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Bref, en gros, le terrain est divisé en 14 zones et c'est une façon d'évaluer la position du tireur de façon plus rapide, parce qu'en fait, imaginez-vous annoter une séquence de 30-45 minutes où chaque tir, on doit mettre la position du tireur. Déjà, le faire par zone, c'est déjà laborieux. Si on veut en plus transposer dans un référentiel à chaque fois à la main, ce serait complètement chronophage. Et donc, par zone, c'est plus. Et puis, même en termes de comparaison, je veux dire, si on est dans la bonne zone, c'est déjà quelque chose de bien. Donc, les prédictions de l'algorithme qui sortent, on les voit en dessous. On retrouve les mêmes catégories. En fait, la catégorie label, c'est à différencier shot et bucket qui sont plus communément, c'est panier manqué et panier marqué.
qui au final peut être inféré à partir du nombre de points, hein. Euh, et donc, on a les positions en 3D et en 2D du tireur qui vont au final, qui vont pas directement servir à l'analyse, qui vont servir au calcul de dans quelle zone on est, et c'est cette zone qui va être comparée. Euh, donc, comment ça marche l'évaluation? Donc, en fait, en fonction des sous-projets, il y a différentes métriques qu'on peut faire calculer. La détection de tir, bah là, c'est un sujet assez classique de détection. Donc, c'est faux positif, vrai positif, faux négatif. Donc, on peut avoir une précision, un rappel. L'identification de l'équipe qui a tiré. Donc là, il faut partir des tirs qu'on a effectivement détectés. Donc déjà, on est sur un sous-ensemble des tirs. Et donc là, on peut avoir seulement des vrais positifs. Donc le résultat est correct ou incorrect. C'est donc l'exactitude qu'on a et pas le précision et rappel. Pour le panier marqué, de la même façon, on peut utiliser que les vrais positifs de la détection de tir. Euh, et on peut aussi avoir précision et rappel pour cette tâche. Pour la zone, encore une fois, on peut s'appuyer que sur les vrais positifs de la détection de tir. Et pour l'estimation du nombre de points marqués, donc là, il faut avoir détecté le tir, détecter l'équipe et détecter la zone. Donc au final, on se rend compte que plus on monte, plus on dépend de ce qu'on a trouvé avant. Ça va, je vais l'illustrer un petit peu avec la slide suivante. Voilà. Donc sur une séquence de 15 minutes, on a le tir qui est détecté à 85%, donc 52 fois sur 61. Ça pour le coup, c'est vraiment la stat qui pourrait être améliorée. Ça me paraît bon. Bref, elle était pas. Donc, disons, on arrive à détecter le tir dans 85% des cas. Maintenant, on va regarder si on a réussi à identifier les équipes, mais du coup, on ne se base que sur ceux qu'on a déjà détectés. Donc, en fait, ça fonctionne 43 fois sur 52. Donc, en fait, mais on doit se rappeler que ça fonctionne au final 43 fois sur 61. Et ça fonctionne un peu comme ça en escalier. L'estimation de panier marqué, elle a fonctionné 44 fois sur les 52. L'estimation de la zone de tir, elle se base donc sur l'estimation de panier marqué qui a fonctionné, c'est 44 fois, donc 32 fois sur 44. Donc au final, on voit qu'en bas de notre escalier, on a une estimation, enfin une estimation du nombre de points inscrits qui fonctionne cette fois sur 11 sur les paniers marqués. Donc en fait, si on s'imaginait une ligne complètement totale qui voudrait dire la vérité terrain a été matchée sur toutes les catégories statistiques, là on perd vraiment en qualité. Et c'est là en fait où c'est toute la complexité de ce projet, c'est qu'en fait, même en ayant des taux de précision et d'exactitude, etc. Sous-projet par sous-projet, on est tellement dépendant d'un sous-projet à l'autre que ça complique vraiment l'idée d'avoir, en tout cas avec une caméra unique, d'avoir vraiment une détection et une analyse entre guillemets parfaite de, euh, de tout ce qui se passe sur le terrain. Je vais vous proposer une petite vidéo de la solution finale. En fait, je vous expliquais avant. Donc, la solution finale, évidemment, elle est beaucoup plus transparente pour le, euh, l'utilisateur final. Il faut dire que l'utilisateur final, le chemin à l'expérience utilisateur un petit peu qui est visé par Ops Factory, c'est donc pas du tout d'avoir tous ces éléments à l'image qui sont plus là en fait pour montrer les coulisses que pour montrer vraiment ce qui est important. Il faut se dire que l'utilisateur final, lui, ferait son match, prendrait sa douche et un truc à manger, disons, dans le complexe, et aurait cette vidéo qui serait traitée pendant ce temps-là, et donc il aurait accès directement au résumé statistique, à tous les visuels même d'autres qu'on pourrait imaginer, et une vidéo un peu raccourcie. Donc, encore une fois, c'est juste tout ça pour dire que ça, c'est une vidéo coulisses qui est entre guillemets un peu même volontairement avec beaucoup d'éléments visuels. Donc, bah, soyez pas étonnés si voilà, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Donc, on voit qu'il y a tous les joueurs détectés sont mis en haut à droite pour illustrer un petit peu le clustering des équipes, hein, pour montrer un peu avec quoi on travaille. On a ensuite, juste en dessous, cette figure qui est un petit peu déformée, bah, c'est la fameuse homographie là, que je vous ai présentée un petit peu plus tôt. On a l'espèce de mini-carte où sont au final retranscrits les positions données de tous les joueurs. On a un petit carré qui vient en fait surveiller le filet, simplement. C'est juste pour le mettre un peu en valeur. On a le score qui est compté et on a ici le temps réel écoulé et le temps de calcul que vous allez voir qui est à peu près 3 fois proportionnel. La vidéo.
À noter que, je ne sais pas si je l'ai précisé ou si c'était clair, que le décompte des points au basketball en 3 contre 3 est différent du basket. Donc on prend 1 point et 2 points au lieu de 2 points et 3 points. Donc on arrive, du moins, on arrive complètement en fait, à la conclusion de ma présentation. Donc en fait, de manière générale, les objectifs du cahier des charges ont quand même été remplis. Surtout je le rappelle, en fait, c'est vrai qu'à la vue de l'évaluation, etc., on peut se dire qu'il y a encore du boulot, et c'est entièrement vrai. Simplement, là, on est vraiment sur une preuve de concept, une preuve d'applicabilité de cette technologie dans un contexte amateur, qui était donc, en fait, dans le fond, un appel d'offres d'une start-up à une entreprise de sport. Et donc, dans ce sens-là, les objectifs ont vraiment tous été remplis et les délais de développement, etc. Le client est satisfait de la solution qui est vraiment prometteuse, avec une phase de R&D qui serait encore un petit peu à pousser. Le projet a aussi été... ah oui, en revanche, la mise en production a été repoussée pour le moment. Donc, le projet a été livré en juin. Oui, c'est ça, en juin 2022. Et au final, la mise en production avait été prévue pour ce mois de septembre. Et en fait, malheureusement, par manque de moyens justement de l'entreprise partenaire, ça a été repoussé encore pour le moment. Donc, affaire à suivre sur la mise en production et l'utilisation concrète de cet algorithme. En termes de l'université à laquelle j'ai présenté du coup, ce projet de fin d'études, ça a été très bien reçu par mes enseignants encadrants, docteur Luc Dulong et docteur Sylvie Raté. Et donc voilà, j'ai mis une petite liste des améliorations futures que je compte mettre en place si ce projet finit en effet par recevoir les fonds dont il a besoin. En fait, le truc assez important qu'il faudrait améliorer maintenant, c'est la détection de tireurs, dans le sens où il faudrait de façon euh, un petit peu plus poussée, un petit peu plus technique, venir classifier les séquences de tir. C'est-à-dire qu'en fait, on va euh, euh, construire littéralement une base de données énorme où on va venir chercher plein de joueurs et leurs poses. Et on va venir littéralement à la main annoter en fait les séquences de tir à partir de la vérité, c'est-à-dire de la théorie de à quoi ressemble un geste de basketball, également avec un peu d'apprentissage continu avec ce qu'on voit, parce qu'il faut se rappeler que sur du sport amateur, on peut avoir des gestuels qui sont amateurs, quoi. Et donc, ce serait l'idée de classifier ces séquences de tir par un réseau de neurones récurrents en mémoire courte, donc des réseaux qui vont venir analyser une séquence d'images directement plutôt qu'une seule. Euh, Évidemment, ce qui serait vraiment le prochain et la grosse prochaine étape en termes de fonctionnalité, ce serait les statistiques individuelles. Donc, pour cela, venir faire un clustering visuel des détections de tir, c'est-à-dire à chaque tir en fait regrouper les tireurs en fait visuellement pour en faire l'analyse à la fin. Et également, je les ai aussi cités, une gestion avancée des occlusions et une calibration automatique, ce serait également un but pour le futur. Et j'en ai fini. Merci à tous de votre attention. Si vous avez des questions, je ferai un plaisir d'y répondre. Pour que ce soit. Très bien. Merci Arnaud, c'était passionnant. Alors, moi, je t'ai écouté attentivement. C'est la détection de tir, en fait, qui m'a, comment dire, qui a suscité une question me concernant, que la position du ballon par rapport au panier ne rentre pas en ligne de compte dans la détection du tir. Parce que, alors, si j'ai bien compris, tu as parlé de phase ascendante et de phase descendante. Donc là, on va dire la trajectoire. Mais en ce qui concerne réellement la distance du ballon au panier, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait améliorer la détection du tir? Alors, dans un scénario où on aurait en fait différents points de vue, où en fait, dans un scénario, on pourrait localiser la balle en 3D complètement. Il faudrait essayer le plus possible d'avoir du coup une trajectoire avec notamment la notion de distance entre la balle et le panier.
Ouais. Là, le problème, c'est qu'en fait, vu en 2D, enfin, je veux dire, là, l'image elle est en 3D, mais la détection de la balle et la détection du panier, au final, c'est des calculs vraiment qui ont lieu dans un plan en 2D. La notion de distance de la balle au panier, elle est complètement faussée en fonction de la profondeur. Et d'autant plus que l'effet fisheye augmente ce biais-là. Mais alors, peut-être que j'ai pas été clair, mais alors la détection de tir part bel et bien de la balle qui a été détectée très près du panier, pour le coup, donc dans une zone vraiment limitée autour de l'arceau. Et en Ouais. fait, on garde les timestamps, enfin, on garde les numéros de trame de ces moments-là. Et pour chacun de ces moments où on se dit, OK, là, on sait qu'il y a un tir, et ben on vient regarder dans une trentaine de trames avant pour venir chercher le tireur. Vraiment, en fait, ça, c'est une méthode, en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de ne pas détecter la pose de tous les joueurs à toutes les trames. Parce qu'en fait, il faut se dire que même si j'ai dit que c'était un processus qui était relativement rapide, c'est dans le total de la solution, détecter la pose des joueurs, c'est ce qui coûte le plus en termes de temps de calcul. Et donc, il fallait éviter le plus possible de le faire à toutes les trames. Et donc, ce qui a été décidé, enfin, ce que j'ai trouvé comme solution pour ça, c'est de partir du tir qu'on est sûr qu'il y en a un, et après, on étudie les positions des joueurs dans un scope plus limité. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, tout à fait. Effectivement, oui, oui, ça m'avait échappé. D'accord. Et on fait une espèce de rebours, machine arrière, de Ouais. façon à réaliser ce que tu viens d'expliquer. D'accord. En Ouais, fait, de tout à manière fait. générale, dans ce projet, il y a quelque chose qui a été assez limitant, c'est qu'en fait, on avait quand même des objectifs, enfin, du moins une volonté de proposer une analyse le plus proche possible du temps enfin, de FPS. Enfin, je veux dire vraiment une analyse qui prendrait autant de temps que le match. Et en fait, le problème, c'est qu'à la fois, on avait cette contrainte de performance, à la fois, on n'avait pas les ressources matérielles pour le faire. Il faut dire que moi, j'ai développé ça sur un ordinateur portable où il n'y avait pas de carte graphique. J'utilisais des services cloud pour avoir accès. Bref, dans tous les cas, ce à quoi je veux finir, c'est qu'en fait, parfois, là, je pense que la précision finale du projet a peut-être un petit peu diminué par justement souci de rester un peu réaliste dans les délais de traitement. Ouais, tout à fait. Non, mais de toute façon, ce à quoi tu aboutis, c'est absolument, tu as vraiment fait un travail tout à fait impressionnant, notamment en termes de surface traitée. Quand je dis surface traitée, c'est tous les problèmes auxquels tu t'es confronté un à un. Ensuite, cette panoplie de différentes technologies, etc. Ce qui fait qu'au final, le projet, franchement, c'est tout à fait impressionnant. Et d'ailleurs, comment dire, ça m'amène à la question suivante. Alors, est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Je veux dire, alors je sais que tu as commencé ton mémoire par une revue de la littérature, etc. Et Mhm. d'ailleurs, ceux qui nous écoutent ne l'ont pas forcément lu. Donc, est-ce que tu pourrais dire un mot concernant l'existant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un GitHub qui existe à peu près, qui aurait traité quand même néanmoins quelques points, ou est-ce que tu as dû vraiment, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose Oui, qui oui, existe? oui, oui. Pour le coup, il y a quand même, dans le domaine de l'analyse du sport, il y a quand même un état de l'art relativement conséquent, qui est pas non plus, c'est pas non plus le domaine où on a le plus de recherches. On a quand même pas mal de recherches sur la computer vision dans le milieu du sport. J'en ai pas un là immédiatement en tête, mais je pourrais le rajouter dans mes slides éventuellement si tu veux, ou dans la description ou quoi. Je pourrais en retrouver un, j'en ai un en tête, mais là je n'ai pas forcément le nom de la publication en tête. Euh, Ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'en fait, très souvent, les entreprises ou les chercheurs qui vont être en place sur ces domaines d'application-là s'intéressent rarement au sport amateur. C'est un peu ce que je soulignais en introduction, c'est qu'en fait, c'est vraiment pour l'instant une technologie qui s'applique déjà, et c'est pour le coup, l'application de la computer vision au sport n'est pas nouveau, ça fait déjà quelques années que ça existe, et c'est déjà même implémenté dans la plupart des sports professionnels. Et donc, à ce titre-là, les solutions qui viennent estimer, donc les publications de recherche, elles ont beaucoup de bonnes intuitions et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans pas mal de problématiques.
Mais en revanche, je dois dire que dans comment dire, ces publications-là, ces recherches-là font quand même souvent appel à des comment dire, à des ressources, que ce soit en termes de hardware, donc en termes de puissance de calcul, en termes de caméra, ou bah, en fait, c'est surtout ça, c'est surtout en nombre de caméras, qualité de la caméra, puissance de calcul. En fait, c'est quand il y a plein de variables qui vont vraiment venir nous mettre des plafonds de verre. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre dès le début, mettre un peu en relief les contraintes. C'est qu'en fait, le problème un peu de tous les projets de data science, en fait, c'est que la qualité de la donnée en entrée va vraiment venir nous limiter en sortie. Et donc, dans ce sens-là, bah voilà, ma réponse par rapport à la revue littérature, c'est que oui, il y avait des choses très, très pertinentes. Après, les problèmes voilà, de mauvaise qualité de la donnée, malheureusement, ça, à chaque fois, je pense qu'il faut se retrouver un peu une solution. Enfin, faut trouver des solutions vraiment spécifiques à notre problème. Ouais, tout à fait. C'est là l'intérêt de toute façon de tout ce que tu as dit. C'est cette espèce de défi posé dès le départ où tu vas tout faire sur du matériel tout venant, c'est-à-dire Ouais, matériel que toi, moi, tout le monde peut acquérir sans avoir les moyens c'est ça. des Lakers ou des équipes pro, etc. Ouais, tout à fait. Et alors, j'avais encore une autre question. Ouais. Concernant la classification, alors toujours, décidément, on y revient toujours par rapport à ce panier marqué, parce que tu Ouais, as mis des screenshots où on voit le ballon qui franchit le panier, etc. Et ouais, donc, tu fais tourner un classifieur. c'est ça. Alors, j'ai l'impression que tu as tout fait à la main. Déjà, ça, ouais, disons, gros, ça doit être un travail assez impressionnant. Ouais. Et ensuite, que tu t'es aidé, parce que c'est souvent une question, je fais de la formation professionnelle par ailleurs, on me pose Mhm. souvent des questions concernant les plateformes, concernant l'annotation vidéo, etc. Est-ce que tu Ok. t'es aidé d'un outil en particulier? Comment est-ce que tu as réalisé cette tâche? Bah alors c'est clair que moi c'est beaucoup de travail à la main. C'est vraiment la phase la plus chronophage en fait limite de tous les sous-projets. C'est à chaque fois trouver comment, dans un premier temps déjà comment réunir ce jeu de données qu'on va classifier, qu'on va ensuite trier à la main. Donc moi ce sur quoi je me suis habitué, c'est vraiment dans la plupart des cas c'est vraiment des scripts que j'écris moi-même. Donc là pour reprendre l'exemple de ce scénario d'interaction, peut tourner sur une vidéo. On a la position de la balle dans les, je sais pas, on va dire 10 000 trames de la vidéo. Et dans toutes les trames où ça correspond, c'est-à-dire dans toutes les trames où on a une intersection entre la balle et, enfin, entre la zone de la balle et la zone du panier, je vais l'enregistrer. Donc en fait, moi, je fais tourner ma vidéo je fais tourner ce petit script sur une vidéo, je récupère, je sais pas, au bas mot, 5000, 7000 de ces petites images en 80 pixels par 80 pixels. Et après, là, ça va vraiment être du coup de la classification vraiment à la mano, mais genre dans un dossier Windows, quoi. C'est vraiment juste les déplacer de fichier en fichier. Ça, c'est dans les annotations. Ça, c'est dans un cas où c'est vraiment de la classification et pas de la régression. Donc là, je peux générer mes exemples et après les classifier comme je veux. Pour le cas de la détection de la balle et la détection des joueurs, donc là, on est sur des problèmes de régression. Là, on n'a pas le choix que de faire à la main les boîtes autour des joueurs pour entraîner. Et là, j'ai utilisé un outil qui est gratuit, qui s'appelle Label IMG, qui est un petit exécutable Python tout léger. Je me rappelle plus quel organisme ou je pourrais retrouver le nom de l'organisme ou de l'entreprise qui l'a développé. C'est un outil vraiment tout simple que j'utilise dans tous mes projets, que ce soit perso ou quoi que ce soit. Dès qu'il y a de la labellisation à faire, c'est vraiment hyper simple, directement, image par image. Tu fais tes bounding box, label, etc. Et donc, voilà, je me suis un petit peu aidé de petits utilitaires comme ça, mais sinon, globalement, c'est vraiment un projet euh, fait à la débrouille en termes de données, vraiment tout à la main. En fait, c'est un peu le seul moyen, en tout cas à mon sens, sur pas mal de sujets, le moyen d'avoir le meilleur contrôle sur l'algorithme, en fait, c'est vraiment de contrôler ce qui se passe à l'entrée et venir le plus possible, essayer d'avoir des données de qualité en entrée. Sinon, ça se répercute sur la sortie. Et comme on voit que tous les projets sont liés les uns aux autres, euh, ça peut avoir des conséquences sur les performances assez importantes. D'accord.
Ouais, absolument. Oui, oui. Et comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. C'est un petit peu le parent pauvre parce que le plus souvent, on en parle, enfin, on le mentionne très rapidement sans trop s'attarder sur ce point-là parce qu'on parle beaucoup plus des algorithmes, etc. Mm. Mais c'est un goulot d'étranglement assez crucial. Ok, donc non, je pensais que tu allais me citer souvent site V7 Lab. Je ne sais pas si tu connais. Non, non, je connais Non? pas. Ben alors attends, je vais mettre dans le chat, ça pourrait être Ouais. intéressant. Alors il y a V7 Lab qui est assez utilisé. Euh, une toute petite seconde, to everyone, voilà. Donc V7 avec un chiffre 7 Labs tout attaché. Et sinon, il y en a un qui m'a tout à fait impressionné parce que V7 Lab, je crois qu'il est payant, hein. Il y a, On enfin, est il y sur a, la notation ouais, la vidéo là, notation. Ouais, ouais, tout à fait. pour de la vidéo ou c'est sur de l'image aussi? Vidéo, alors c'est une bonne question. V7 Lab, je sais plus. En tout cas, l'autre, c'est CVAT. Et CVAT, lui, il fait clairement de la vidéo. Ok. J'ai déjà vu des démonstrations dessus. Et CVAT, il m'a vraiment impressionné. Par exemple, je te donne un exemple. Tu annotes une vidéo, tu annotes le début. Imagine, par exemple, tout simplement un motard que tu suis. Mhm. Tu dessines ta bounding box au début d'un truc. Ouais. 10 secondes après, tu dessines une autre bounding box et lui, il va combler les trous par translation. Mhm. Ah, j'ai vu que quelqu'un a levé la main. Quelqu'un, je Ouais, sais c'est pas. top. De ce point de vue-là, c'est tout à fait impressionnant parce que tu Ouais. t'imagines le temps que ça te fait gagner. Ta Ah ouais, note non, c'est par sûr. phase de C'est sûr. 5 minutes. Si ce sont des trajectoires linéaires et qu'on peut déduire de manière assez précise Mhm. l'ensemble des trajectoires l'une de l'autre, pour ça, c'est souvent assez génial. Enfin, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a un peu une incompréhension enfin, ce que tu disais, en fait, le temps qui est dédié à la préparation de la donnée, je pense qu'il est vraiment minimisé dans ce que s'imaginent les gens de l'IA. C'est-à-dire que les gens ont un peu, je pense, d'avoir vraiment les mains dedans, ont vraiment l'impression que la plus grosse partie du travail, c'est sur la modélisation ou l'hyperparamétrage, alors qu'au final, il y a quand même l'énorme travail, c'est sur la donnée, sur la mettre sur la meilleure forme et la meilleure qualité que tu puisses avoir, c'est ça qui influence le plus au final et c'est ce qui prend le plus de temps. Ok, alors donc on va conclure. Merci en tout cas, merci Arnaud, c'était tout à fait intéressant. Moi, ça m'ouvre de belles perspectives. Merci à Euh, toi de m'avoir invité. C'était un plaisir de pouvoir partager un peu tout ce que j'ai, tout le temps que j'ai passé sur ce projet. Donc, moi, c'est toujours un plaisir. Merci à toi.